Salut. Bonjour, c'est Christophe Wiegert de réussirdanslecinema.com. Euh, voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de mon parcours et vous raconter une petite histoire me concernant. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre pourquoi je partage ça avec vous. Euh, il faut savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, j'ai eu un déclic concernant la vocation de réalisateur et de cinéaste de manière générale. Et ce qui était, euh, ce qui était déterminant, c'était ma première expérience à l'âge de 17 ans avec un copain. Il avait eu l'idée d'un scénario, d'une idée de film, et on en a fait un long métrage. Donc à 17 ans, j'ai réalisé mon premier long métrage. C'était à l'époque des cassettes VHS, vous savez, on a simplement pris une simple caméra, une caméra vidéo toute simple, comme on en trouvait à l'époque. Et on est parti dans la forêt, on a tourné ce film, ça a duré, on va dire, un bon mois de tournage, c'était au mois d'août 1991. Quand on réalise des films, on se souvient très précisément quelle année. Ça, c'est un truc ça marque toujours, de toute façon. Et voilà, on en a fait un film, après on a montré ça aux copains, c'était sympa. Comme il y a une toile de fond de karaté, euh, eh bien on a montré ça à un professeur de karaté, donc c'était très sympa, c'était très chouette. Mais qu'est-ce qui a été déterminant, c'est que à ce moment-là, je me suis rendu compte que le cinéma, c'était pas uniquement être acteur, c'était aussi tout ce qui se passe derrière la caméra, tout ce qui se passe en amont, en préparation. Alors, à ce moment-là, c'était pas ma première réalisation, parce que j'avais fait plusieurs petits sujets, petites scénettes, etc., chez moi, enfermé dans ma chambre, etc. Et j'avais fait plusieurs stages de vidéo, notamment, et je salue l'équipe de cette ASBL, l'atelier sorcier de Lonzé, où là, j'ai été initié à la vidéo, vraiment, et c'est là-bas que tout a démarré, finalement, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, quoi. Et pas uniquement être devant la caméra, c'était sympa, oui, c'était chouette, mais il n'y a pas que ça, c'était beaucoup plus vaste, c'était être initié aussi à la perche, hein, faire la prise de son pour quand on tournait pas et qu'on tournait des scènes avec d'autres, eh bien on mettait la main à la pâte à tous les postes. On écrivait un petit scénario très rapidement, puis voilà, j'ai été amené de temps en temps à tenir la perche comme un ingénieur du son, comme un preneur de son, en tout cas, pas ingénieur du son, mais un preneur de son. Et parfois des séquences qui duraient plusieurs minutes. Et là, on commençait à sentir des fourmis dans les bras. Et là, j'ai su ce que c'était de rester comme ça avec le micro pendant plusieurs minutes pour une scène, enfin pour une prise en tout cas. Et initiation à la caméra aussi, la caméra. Et, et voilà, bon bah voilà, ça m'a plu quoi. C'était vraiment sympa. Si je retrouve des documents comme ça en VHS, j'essaierai de faire une copie DVD si ça vous intéresse, pour partager ça gratuitement. Tout ce que j'ai fait à cette époque-là où j'étais très jeune, etc. Vous allez me voir, bon, plus jeune que maintenant, évidemment. Euh, et j'ai envie de partager ça avec vous, vraiment. Et vraiment de manière totalement gratuite, parce que je veux que vous ayez conscience que bah, je ne me suis pas levé un matin et me dire, tiens, je vais faire un blog sur le cinéma. Que je vais appeler Réussir dans le cinéma, et je vais faire une chaîne YouTube, je vais parler aux gens, je vais parler de mon parcours, je vais leur dire, voilà, les petits conseils que je propose de suivre. Du jour au lendemain, non, c'est pas ça. Ça fait des années, ça fait longtemps que je m'intéresse au métier. Je me suis rendu compte que c'était un métier qui n'était pas facile à comprendre, et dont il faut comprendre des codes. C'est pas évident. Et, euh, et voilà. Mais voilà, donc je reviens à cette découverte de la vocation, de ma vocation, qui allait devenir mienne. Ensuite, par la suite, j'ai fait aussi un stage
vidéo. Là, c'était à Bruxelles à ce moment-là. Et c'est là que j'entends parler pour la première fois. J'avais un peu moins de 17 ans. C'est là, je sais plus très bien. Moi, j'étais très jeune, mais bon, j'étais pas, je sais plus vraiment l'âge. Enfin, bon, ça, c'est anecdotique. C'était avant mon long métrage, en tout cas. Et avant de réaliser mon long métrage, lors d'un stage vidéo à Bruxelles, j'apprends l'existence de ce qu'on appelle le storyboard. Le storyboard, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est un découpage technique, mais dessiné, plan par plan, action par action, avec les mouvements de caméra dedans, avec les accessoires, tout est visible tout de suite, immédiatement. C'est pour ça que c'est très efficace pour diriger une équipe, c'est qu'on voit directement ce qu'il faut faire. Et ça ressemble un peu visuellement un peu à une BD, c'est comme une BD, c'est une case avec un dessin, etc. Et ça fait penser un peu à la BD, mais ce n'est pas une BD, faut pas se tromper, c'est une étape de fabrication du film, préparation du film. C'est le découpage technique, voilà, mais dessiné, tout simplement. Donc, très important. Et j'ai compris que ça allait me servir. Donc j'ai écouté ça très attentivement parce que ça m'a intéressé énormément. Et je me suis dit, ça va m'aider à organiser le tournage et à faire en sorte que les rushs soient des rushs qui soient structurés, montés, etc. Parce que j'avais fait un premier tournage avec quelques personnes en 1988, donc on est avant 91, vous voyez. Et quand j'ai vu les rushs, je me suis dit, écoute, tout ce qu'on a filmé, j'ai dit à mon copain Ali, que je salue, euh, c'est pas montable. Il n'y a aucun plan, la caméra bouge tout le temps, etc. Il y a rien qui est exploitable. Je veux dire, le montage, ça va ressembler à des images qui sont pas maîtrisées, pas stables, ni rien. Et donc je laisse passer et tout, donc je laisse le temps parce que je ne voyais vraiment pas comment faire pour arranger ça. Et là, ça a été la révélation. Quand j'ai appris l'existence du storyboard, je me suis dit, ok, plan par plan, on va le dessiner et on va faire le film comme ça. Et ça a donné des rushs beaucoup plus structurés, beaucoup plus professionnels, beaucoup plus... Là, c'était montable. Parce que je mettais une caméra sur un pied, je me disais, voilà, on fait ce plan-là et on passe pas au plan suivant tant que le plan n'est pas satisfaisant, voilà, que le jeu d'acteur ne soit pas présent, etc. Alors, à l'époque, bon, j'avais 17 ans, il faut replacer dans le contexte, hein, euh, je faisais avec mes exigences de l'époque, hein, mais ce que je connaissais des choses et ce que je faisais les choses de manière un peu instinctive, puisque je ne pouvais pas me reposer sur mon expérience. Je faisais parfois recommencer jusqu'à 15 fois la même prise. Pour une phrase, un truc, une intonation, je pouvais être exigeant à ce point-là. J'étais déjà... les copains qui n'avaient jamais fait de cinéma avant, je les ai beaucoup emmerdés sur certaines prises, pour simplement une phrase ou une articulation, un truc qu'on n'a pas compris. S'il y a un truc qu'il faut recommencer, moi je vous dis, ne chipotez pas, recommencer simplement, ça coûte toujours moins cher de recommencer une prise que de se dire après coup, oh merde, j'aurais dû recommencer, etc. Et puis remobiliser tout le monde pour tourner une nouvelle prise. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc il vaut mieux recommencer tout de suite. Et en même temps, c'est un film. Alors, ça s'appelle, c'est le titre, on l'a baptisé Le Successeur. Normalement, ça devait s'appeler autrement, mais finalement, j'ai décidé de changer de titre pour que ce soit un peu plus, enfin, je sais pas, c'est pas plus court ni plus long, mais simplement, j'ai pensé que Le Successeur, ça disait un peu plus de choses sur le film, sur l'histoire en général, quoi. D'accord? Donc, je vous raconte pas l'histoire là pour l'instant, le scénario, etc. Je vous en parlerai quand je serai en mesure de vous montrer, mais totalement librement, et dans votre boîte mail, ce film qui fait 1 heure, chrono en main, 60 minutes. Hein. Et bon, c'est un film, il faut regarder ça avec une certaine indulgence, et il faut voir derrière la personne passionnée que j'étais à l'époque et tout ça, et que je suis toujours de toute façon. Euh, et surtout, comprendre une chose, c'est que eh ben, c'est tout un parcours initiatique, et j'ai été initié depuis très tôt.
Et il faut voir ça avec ce film avec une certaine indulgence. Je suis exceptionnel parce que ça se voit quand même que c'est réalisé par des ados, quoi. C'est réalisé par des jeunes. Donc voilà. Euh, donc voilà, il y a une certaine naïveté qui se dégage de ça, mais quand vous regardez le film, c'est quand vous regardez le film, on s'aperçoit qu'il y a déjà une certaine structure scénaristique, etc. Parce que j'avais suivi des ateliers, enfin des stages où on écrivait des scénarios, etc. Et instinctivement, moi, je sentais que dans une histoire, il y avait des choses qui revenaient, etc. J'avais appris à l'école, par exemple, au cours de français, le schéma narratif d'une histoire, et ça m'a beaucoup servi. Vous savez, l'introduction, le développement, la conclusion, et j'ai structuré ça comme ça. Des choses qui, plus tard, en lisant des livres sur l'écriture de scénario, j'ai appris que c'était tiens, tout simplement l'exposition, l'incident déclencheur, c'était la même chose, mais en plus technique et en termes plus de termes scénaristiques, de scénaristes. Mais grosso modo, bon, c'est la même chose. C'est le schéma qui fait que une histoire est structurée et il y a des étapes. Donc c'est en m'inspirant sur le schéma narratif qu'on avait vu au cours de français à l'époque à l'école que j'ai basé avec mon copain Ali, toutes les idées qu'on avait pour structurer le scénario. Et alors, on avait une façon de travailler un peu particulière, c'est impensable quand on a un producteur de faire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de plan, d'accord, une structure, où on savait grosso modo ce que le personnage allait faire, ce qu'il allait vivre comme expérience, etc., jusqu'à la fin. Euh, mais on avait cette façon de travailler un peu particulière, mais c'est normal, c'est que on écrivait la scène le matin, hein, dans la matinée. Et dans l'après-midi, on réunissait toutes les personnes dont on avait besoin pour cette scène-là en particulier, pour ce jour-là, et on tournait la scène à chaque fois. Et on recommençait. Mais on avait toujours un fil conducteur, on se tenait au fil conducteur quand même. Hein. Et pour garder une certaine cohérence, etc., essayer de ne pas avoir des scènes trop gratuites, etc. Ben bon, voilà, quand on regarde le film, on aurait pu avoir des scènes supplémentaires pour avoir d'autres informations, mais bon, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Euh, et le jour suivant, on avait telle ou telle scène qu'on écrivait le matin et qu'on tournait l'après-midi. C'était comme ça, pourquoi? Parce que il y avait, bon, on a tourné ça au mois d'août 1991 finalement, on a repris le travail, et donc à chaque fois, on écrivait ce qui se passait dans la scène, de manière littéraire, comme dans un scénario, et on en faisait le storyboard après. Donc voilà, c'était storyboardé à chaque fois tout de suite, avant d'aller sur le tournage. Donc c'était pas mal de travail, c'était beaucoup de travail, mais comme on était jeunes et tout, on n'avait que ça à penser, enfin, pendant les vacances, voilà, on n'a que ça à penser, et on n'est pas dans le problème de gagner sa vie pour travailler et tout, donc on n'est pas dispersé dans plein de trucs qui servent à rien. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot, mais on avait le temps de le faire. C'était les vacances, on faisait le matin, on écrivait, on dessinait le storyboard, et puis après, on tournait l'après-midi la scène. Ça permettait, je reviens à ça permettait de rebondir sur la disponibilité de certains copains qui nous avaient rejoints pour suivre le tournage et participer au tournage du film et avoir un rôle dans le film, ou une apparition. En tout cas, bon, il n'y a pas de rôle, c'est que des rôles, là. Il n'y a pas vraiment de figuration, il y a des sortes de gardes du corps chez le méchant, chez le gentil, il y a des alliés, il y a même un mentor, etc. Je vous en parlerai quand je serai en mesure de vous transmettre ce film-là, mais je dois faire une copie de cassette VHS, de la seule copie que j'ai du film, enfin pas copie, mais la première génération de montage, avec tous les bruitages, la musique, etc., mais en DVD, le jour où je pourrais le mettre en DVD, je le sauvegarde sur un disque dur, je pourrais le télécharger sur Internet, sur le PC, mais pas en partage public, et je vous expliquerai pourquoi. Pas en partage public, mais plutôt, vous me donnez votre adresse email et vous le recevrez. Et comme c'est un film d'une heure, j'espère pouvoir faire en sorte que ça fonctionne sur le plan technique. Bon, ça va, je vais y réfléchir. Mais disons que à ce niveau-là,
je vous ne me demanderai pas de payer pour ça. C'est ça qui est important, parce que je pense pas pouvoir faire une démarche commerciale avec ça pour différentes raisons que j'évoquerai plus tard, au moment où je partagerai cette, ce film-là avec vous. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des comédiens, il y a des rôles qui étaient joués par des copains qui n'avaient jamais fait de cinéma avant et tout, mais c'est pas ça, c'est cet aspect-là, ce détail-là n'est pas important. C'était plutôt parce qu'ils avaient trouvé pour le mois d'août, certains, ils étaient disponibles quelques jours et tout ça, mais ils allaient commencer un travail de vacances, hein, pour payer leurs études, etc. Alors on s'est dit le matin, on tourne avec qui? Avec un tel. Oui, par contre, lui, il va bientôt travailler dans une ferme, etc. Donc il vaut mieux qu'à la fin de la scène, qu'il meure à la fin, comme ça. Du coup, on se retrouve à, à l'affrontement final entre le méchant entre guillemets, hein, le méchant et le gentil, etc. Euh, face à face, mais avec les guerres du corps en moins, etc., les alliés en moins, etc. Ça permettait de rebondir et d'organiser le tournage autour de ça et de se dire, voilà, tu peux commencer ton travail de vacances, hein, rémunéré, euh, et il n'y a pas de souci, tu as tourné tes scènes et tout, donc ça va. Du coup, après, on n'a plus besoin de toi, mais bon, tu seras quand même dans le film, c'est super, c'est sympa. Donc voilà, on a rebondi comme ça sur les disponibilités de chacun, c'est comme ça qu'on a fait. On écrivait le matin et on tournait l'après-midi. Donc voilà, et c'est suite à ça, cette expérience-là, que je me suis rendu compte que voilà que ça me plaisait, etc. Simplement, à l'époque, j'aurais bien aimé faire, et vous comprendrez pourquoi, j'aurais bien aimé reprendre la même idée et faire un numéro 2, un retour, un retour, un numéro 2, mais ça n'a pas été possible parce qu'on a tous suivi des chemins différents. Ali a commencé des études sur Namur à ce moment-là, donc il s'est éloigné, c'était plus, voilà, il habitait plus près de chez moi. Et ce qui était sympa, c'est que bon, on pouvait se voir quasi tous les jours parce qu'on habitait dans la même rue, donc c'était possible. Et là, c'est devenu compliqué de faire ça parce que certaines personnes étaient certains ont trouvé un boulot au Luxembourg, d'autres ailleurs, près du Luxembourg. Voilà, ils ont commencé à suivre un chemin différent. Et moi, je commençais à m'éloigner aussi de Jean Blou. Pourquoi? Parce que j'ai commencé mes études à l'INRACI après par la suite. Donc, c'était des trajets jusqu'à Bruxelles, etc. Bon, avant, c'était facile. On allait tous à la même école. On habitait dans la même ville, donc pas loin les uns des autres. Donc, c'était facile. Et franchement, à cette époque-là, je ne m'imaginais pas tourner de films avec des comédiens professionnels. C'est-à-dire ceux qui... Parce que pour moi, professionnel, ça veut dire, comédien professionnel, ça veut dire un travail, ça veut dire des gens qui veulent être payés, être rémunérés. Et je me suis jamais dit, je pourrais proposer ça à des comédiens professionnels, donc je me suis arrêté. Je me suis arrêté, c'est un tort parce qu'il faut toujours y aller et faire des choses et continuer peut-être avec d'autres amis. J'aurais pu faire ça avec d'autres amis, d'autres copains, etc. Mais comme le noyau dur était des copains d'école, etc., ils s'entendaient bien, c'était ça le point de départ. Et à partir du moment où il n'y avait plus ça, il n'y avait plus de réalisation de films possible, tout simplement. Je me suis retrouvé tout seul. Et là, ça a été un long parcours en solo, tout seul, parce que après j'ai suivi les cours de théâtre en académie à Courcelles, en Belgique, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est près de Charleroi. Et j'ai suivi l'académie, le théâtre, et c'est là que j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur l'écriture de scénario, parce que je voulais maîtriser ce que je ne maîtrisais pas. Euh, Parce que quand vous faites un truc comme ça de manière intuitive, vous le faites parce que vous le sentez. Mais vous ne pouvez pas mettre des mots vraiment sur vos impressions, etc. Parce que vous manquez de formation, vous manquez de technique, vous manquez de jargon de métier, des mots du métier, le vocabulaire du métier. Et c'est les bouquins qui m'ont appris ça. Ce que je vous ai dit, bon, l'exposition, l'incident déclencheur, le climax médian, le crescendo, etc., au niveau obstacle, au niveau émotion, etc. Tout ça, j'ai appris ça avec les bouquins, avec les livres. Il n'y aurait personne dans mon entourage qui m'aurait appris ça. Je veux dire, moi, je viens pas
d'une famille de réalisateurs, de cinéastes, etc. J'ai dû tout apprendre moi-même et me former. Les livres ont eu une importance capitale dans mon parcours, dans mes connaissances, parce que les bouquins, c'est un moyen d'avoir les meilleurs conseils des meilleures personnes qui ont écrit des bouquins sur tel ou tel sujet pour pas cher. Parce que acheter un bouquin, bon, bah, c'est moins cher que d'aller à un séminaire ou d'aller à un atelier d'écriture quelque part où on vous fait payer plus cher. Bah, à juste titre, hein, parce que bon, il y a un accompagnement, il y a tout un truc, il y a un formateur et tout. Ok, donc il n'y a pas de souci avec ça. Simplement à l'époque, j'avais certainement pas, j'étais pas dans l'état d'esprit de commencer à me former et à payer quelqu'un ni un coach pour me suivre, etc. Mais j'avais conscience que je me posais la question, mais comment on fait pour écrire un scénario? Comment on fait pour, euh, pour présenter un scénario et suivre? Il y a sûrement une façon de faire, une façon de présenter les choses, etc. Et je voulais savoir comment on fait, comment on écrit un scénario. Parce que moi, je mettais simplement scène 1, machin, 2 points et tout, c'était du bricolage, quoi. C'était cousu main, quoi. Euh, et je savais que si c'était pour se professionnaliser, il fallait suivre le standard, il fallait suivre le code. Et j'ai bien fait de penser comme ça, parce qu'effectivement, quand on commence à lire des bouquins sur l'écriture de scénario, le premier bouquin de base qui explique comment écrire bon, les didascalies, ce qu'on appelle les didascalies, les lieux de tournage et l'action du personnage, et puis le dialogue du personnage, il y a une façon, il y a un alinéa à suivre, et il y a une façon de le présenter ça, effectivement. Donc j'ai bien fait de me poser la question. Donc du coup, j'ai lu beaucoup de bouquins avant de reprendre l'écriture de scénario, parce que je me suis dit, mais finalement, moi, je pourrais quelque part raconter une histoire, mais j'aimerais bien savoir comment écrire un scénario. Comme ça, moi, je pourrais le proposer à un producteur. Voilà. Donc c'est là qu'a commencé mon long parcours. Je vous ferai une autre vidéo sur le sujet pour vous expliquer la suite de la de l'aventure. Parce que franchement, cette histoire avec ce long métrage qui s'appelle Le Successeur, dont je vous parlerai plus tard, par la suite, dans une autre vidéo, eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que j'ai eu un moment donné, quelques années plus tard, après avoir fait le montage, le bruitage, le mixage, j'ai rajouté de la musique, etc., j'ai j'ai eu la possibilité de proposer, euh, j'avais entendu à la radio une annonce qui disait, voilà, il y a un festival qui s'appelle le festival, c'était un, c'était un essai hein, de films d'art et d'essai, les films lourds d'art et d'essai, etc., mais où on acceptait un peu tous les films. Ça peut être du documentaire, ça peut être enfin pas du n'importe quoi, mais en tout cas c'était ouvert aux amateurs aussi en plus. C'est ça qui est bien. Donc moi mon film rentrait tout à fait dans ces critères-là. Et j'aurais pu, parce qu'il n'y avait pas de limite de durée, donc ça pouvait être long métrage, ça pouvait être court métrage, on pouvait présenter ce qu'on voulait. Et je n'ai pas présenté, parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur pour un simple truc. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais utilisé une musique, d'accord? Le problème, c'est que c'est de la musique super connue, la musique d'autres films. Parce que à 17 ans, quand on tourne un film, on se laisse porter par la passion, on se laisse porter par l'envie de faire les choses et le plaisir qu'on a à être ensemble, entre copains, à faire un film, et on commence pas à se poser des questions juridiques, droits d'auteur, etc., et des choses comme ça, quoi. On se prend pas la tête, on se dit, bah voilà, on met la musique de film, parce que ça fait musique de film, et ça donne une ambiance au film et tout, que sans la musique, ça ferait pas du tout la même chose. Mais c'est le cas de beaucoup de films, hein, même professionnels, de toute façon. Euh, j'ai eu peur parce que, voilà, quand on utilise une musique sans nécessairement avoir les droits, ben j'avais entendu dire que ça pouvait créer des problèmes et des soucis, et on peut se retrouver dans des situations délicates. Donc j'ai eu peur et je me suis freiné. Pourtant c'était le seul film que j'avais fait. J'aurais dû le montrer.
J'aurais dû le montrer. Même Canal Zoom, à une certaine époque, j'en avais parlé au caméraman de Canal Zoom, et ben, je lui ai dit, écoutez, la télévision, hein, la télévision. Il m'avait dit, envoyez le film et on verra ce qu'on peut faire. Alors, j'ai pas très bien compris à l'époque ce qu'il voulait dire par on verra ce qu'on peut faire. C'est peut-être d'acquitter les droits et tout ça pour pouvoir diffuser le truc. Ça veut peut-être dire ça, oui. Mais là encore, je ne l'ai pas fait. Je ne leur ai pas montré le film. Ça fait 2 fois. 2 fois. Deuxième opportunité de louper. Je vous assure que comme j'ai galéré après par la suite, j'aurais dû montrer ça, le proposer au festival. Alors je dis pas qu'il aurait été accepté parce qu'il aurait peut-être été refusé justement pour ses problèmes de droit, mais je ne le saurais jamais ça. Et peut-être qu'on aurait pu trouver un arrangement. Mais à l'époque, où j'étais assez ignorant des choses, je ne savais pas grand-chose par rapport à ça. Je me suis rattrapé par la suite parce que croyez-moi qu'à la SABAM, à l'époque, par la suite, j'ai beaucoup téléphoné pour comprendre la notion de droit, droit d'auteur, ayant droit, qu'est-ce que c'est exactement et tout ça. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. C'est très pointu et c'est vraiment très important à maîtriser, à savoir, pour savoir exactement ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire. Est-ce qu'on peut demander même en tant qu'acteur, parce qu'il y a des choses qu'on peut demander en tant qu'acteur aussi. Je regrette de ne pas avoir fait ça, si j'avais été plus fonceur et moins être conscient des choses, des dangers, je l'aurais fait. J'aurais peut-être eu des soucis, des problèmes, mais au moins, je me serais ouvert des opportunités. Peut-être que ce festival-là m'aurait permis de rencontrer des gens qui m'auraient dit, ah, tiens, c'est pas mal ce qu'il a fait quand même. À l'âge qu'il a, avoir fait ça, peut-être, hein, je sais pas. Je vous dis, je pourrais jamais le savoir. Et quand je vous dirai qui organisait ce festival-là, cet événement-là, vous allez dire, oui, effectivement, ça aurait été bien de le montrer. Au moins, je serais dans un cercle de professionnels. Parce que cette personne qui s'occupait à ce moment-là de ce festival de films d'art d'essai, de films lourds d'art et d'essai, eh bien, c'est acheter une péniche quelque part et recevait tous ces scénarios et tout ça dans sa péniche et que c'était voilà, c'était son trip et tout ça, ça l'est peut-être toujours aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce monsieur-là, c'est Bully Lanners. Bully Lanners organisait et réceptionnait les films pour valider leur inscription et faire en sorte que les films participent à ce festival-là. C'était un truc sur Liège en plus, et comme bon, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si maintenant c'est encore le cas, il avait une péniche. À l'époque, il vivait dans une péniche, quoi. Voilà, ça c'était son truc. On sait quel comédien il est devenu, on sait bien quelle vedette il est maintenant. Il est lui-même réalisateur. Vous voyez, je suis persuadé que ce moment charnière-là de mon existence, le fait de ne pas avoir montré à l'époque mon film, par peur, des choses qui n'allaient peut-être pas se produire, hein, en plus de ça. Parce qu'il m'aurait dit, écoute, je peux pas accepter parce que, bon, on voit les droits d'auteur, etc. Mais peut-être qu'il m'aurait dit, mais oui, c'est pas mal ce que tu as fait, quoi. Bon, c'est un truc de jeune et tout, évidemment, mais on aurait pu peut-être faire des trucs ensemble, etc. Ça aurait été possible. Maintenant, c'est plus possible, parce que Bully Lanners veut travailler avec des gens qui sont connus maintenant. Donc, voilà, c'est terminé, et comme je suis pas plus connu que ça, c'est terminé pour... la porte est fermée. Mais pas définitivement, parce que je peux évoluer aussi, je peux progresser. Et je suis en train de travailler dans ce sens-là pour progresser, justement. J'ai de compte à rendre à personne, hein. Attention, hein. J'ai rien à prouver à personne. Simplement, ne serait-ce qu'à moi-même, me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, et je sais que je suis capable, je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir avoir les mains libres de tourner les films que je veux. Et on commençait par le court-métrage, parce que le court-métrage, c'est déjà beaucoup de travail. Alors, je reviens à Bully Lanners. Je me suis privé d'une opportunité énorme, qui, à l'époque, je ne la voyais pas nécessairement comme une opportunité. À l'époque, je la voyais plutôt comme une source de problèmes, qui m'a foutu la trouille. Parce que dans la famille, on a un truc, on a une spécialité, c'est qu'on a peur de tout. On a peur de faire les choses. Voilà. On dit, oh non, surtout pas, parce qu'on
On ne sait jamais, on peut avoir des problèmes. Ah non, c'est interdit, on peut pas et tout. Quoi, on peut pas? Non, allez-y, foncez. La chose que je voudrais que vous reteniez de cette expérience-là, hein, et je vais conclure maintenant parce qu'elle est déjà longue cette vidéo, euh, c'est que, ok, on a peur, etc. Mais la plupart du temps, les peurs sont irrationnelles. Elles ne sont pas basées sur du concret. C'est plutôt un truc qu'on imagine. On se dit ah non, la catastrophe. On imagine toujours le scénario. On imagine toujours le pire, et ça fait peur. Après, j'ai plus fait de nouveaux films de ce niveau-là, c'est-à-dire amateur, etc., que j'aurais pu mettre dans un festival. Je l'ai plus fait parce que j'avais pas autant de personnes, etc. Et franchement, j'avais pas envie de faire tout moi-même tout seul parce que j'avais déjà beaucoup fait avant. J'avais envie de retrouver cette camaraderie dans une bande à plusieurs et de faire de nouvelles choses. Sauf que ça m'a pris des années. À partir du moment où je me suis intéressé à l'écriture de scénario, je n'ai plus fait que l'écriture de scénario sans passer à l'étape suivante. Parce que je m'étais figuré, je m'étais mis dans la tête de trouver un producteur qui s'est jamais présenté. Et je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, la suite de l'expérience, de mon parcours de vie. Mais la leçon à retenir, c'est que faites les choses. Allez-y. Vous avez fait un truc, vous ne savez pas s'il y aura une deuxième fois. Donc si vous avez des opportunités, allez-y, envoyez le truc, envoyez votre démo, envoyez votre bazar, envoyez votre CV, envoyez votre book, euh, envoyez tout ce que vous pouvez envoyer qui vous concerne. Et n'ayez peur de rien. Je crois que la pire des choses qu'on puisse avoir, parce que c'est un vrai frein psychologique, c'est ce qui fait qu'on ne fait plus rien, on ne tente plus rien, eh bien c'est d'avoir peur. Si c'était à refaire, si j'avais une machine à voyager dans le temps qui peut remonter le temps, je dirais au Christophe de l'époque, âgé de 17 ans, tu as fait un film, ok, tu le trouves peut-être pas parfait, peut-être qu'il y a des soucis techniques, etc., mais c'est pas grave. Tu as 17 ans, tu es jeune, c'est normal de faire des erreurs. Donc, passe au-dessus de ça. Passe au-dessus de ça. Envoie ce putain de film, envoie ce film à ce festival. Fais-le. Je serai là pour le conseiller et je lui dirai fais-le. Parce que si tu le fais pas, voilà ce qui risque d'arriver. Tu n'auras pas d'opportunité, tu ne feras pas partie d'un cercle, ni d'une famille de cinéma, ni rien. Alors que là, tu as peut-être la possibilité de rencontrer des gens. Et des gens qui sauront ce que tu as tenté de faire et tout. C'est génial. Donc voilà. C'était donc mon parcours, l'histoire que je voulais partager avec vous. Et voilà, donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir quelques conseils par rapport au fait de faire du cinéma, quelle est l'attitude professionnelle à avoir, etc., l'état d'esprit qu'il faut avoir, vous voyez que, bon, avoir peur, par exemple, il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Rien de terrible. C'est pas comme vous n'êtes pas le pilote d'un avion, la moindre erreur peut coûter la vie de milliers de personnes. Non, c'est juste bon votre ego qui sera peut-être un petit peu malmené, mais pire que ça, non, vous n'allez pas mourir à cause de ça. Donc il faut relativiser. Ce sont des peurs totalement irrationnelles. Et vous savez, on peut se taper la gêne parfois. On peut être ridicule, on peut être critiqué, n'importe quoi, mais ça n'a jamais tué personne. D'accord? Au contraire, ça peut, si vous êtes assez solide, si vous avez du caractère, de la personnalité, ça peut renforcer au contraire. Ça renforce et ça raffermit et il faut y aller, quoi. D'accord? Donc, si vous voulez avoir des astuces et stratégies pour faire du cinéma, ça c'est le titre de mon e-book que vous pouvez recevoir gratuitement. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour, pourquoi pas, si ça vous intéresse, la suite de mon parcours. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet où je vous partage un petit peu mon histoire. Comme ça, ben, je crois que c'est important. Vous suivez mes vidéos depuis pas mal de temps, donc c'est important de se connaître, tout simplement. Allez, ciao, je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine et à la prochaine dans une vidéo. Et n'oubliez pas, l'e-book gratuit, c'est maintenant et c'est dans la description sous cette vidéo. Ciao.